Je salue Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel C. Auger ce soir au panel américain. Bonsoir. 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 Je rappelle qu'on est en attente d'une conférence de presse de Donald Trump qui devait débuter à 17 h. Il y a un petit peu de retard. Alors, ça se peut que ça tombe dans notre panel puis qu'on se rende en direct. Mais en attendant, on va revenir sur le plan de paix à Gaza, là, parce que 72 heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, est prévue la libération des otages et des prisonniers palestiniens. Et puis Donald Trump va se rendre sur place lundi pour y assister. Raphaël, je commence avec vous. Quelle importance donc aura cette journée pour le président américain? Il y a la dimension internationale et la dimension domestique. À l'intérieur des États-Unis, d'un point de vue politique, très franchement, ça risque d'être assez limité. Les appuis à M. Trump ne sont largement pas sur la base de sa position sur le conflit israélo-palestinien ou sur à peu près n'importe quel autre conflit majeur actuellement dans le monde. Il faut que ça se dise à l'international. Évidemment que c'est important. Et ça l'est déjà aujourd'hui. Écoutez, c'est quand la dernière fois, de un, qu'on voit à la fois des Israéliens et des Palestiniens célébrer pour la même chose, et de deux, qu'on voit la même journée à la fois Vladimir Poutine et Hillary Clinton féliciter personnellement Donald Trump. Donc, ne serait-ce qu'au niveau de la symbolique, c'est exceptionnel, même si d'un point de vue domestique, ça n'aura peut-être pas un impact énorme, ne serait-ce que, par exemple, sur le taux d'approbation du président. Michel, Donald Trump doit prononcer un discours à Jérusalem et vous vous attendez à quoi de votre côté? D'abord, il va s'auto-congratuler et il a bien le droit pour une fois. Alors, ça, c'est clair. Deuxièmement, moi, je m'attends quand même, parce que tout n'est pas terminé dans ce dossier-là. Il y a beaucoup d'autres. Je m'attends quand même à une vision d'avenir rapproché au moins, de dire voici les prochaines étapes que j'envisage. Je pense que c'est ça qu'il devrait donner, une espèce d'aperçu d'où on pourrait aller à partir de la libération des otages, puis à partir donc de la fin du conflit. On va le montrer d'ailleurs. On a fait un tableau pour vous montrer le plan, là, la phase. Là, donc, cessez-le-feu, retrait des soldats. D'ici 72 heures, donc libération des otages et prisonniers, l'aide humanitaire aussi. Puis après ça, on va parler du désarmement, du Hamas et tout ça. Là. Donc, continuez, Michel. Donc, vous pensez qu'il va devoir parler de la suite de son plan pour expliquer comment ça va marcher finalement, là. Oui, et encourager les deux parties, parce que tout ça peut dérailler. Personne ne le souhaite, là, mais c'est pas la première fois au Moyen-Orient qu'on aurait vu quelque chose qui semblait être très bien ficelé, puis qui, à un moment donné, s'est mis à ne pas marcher. Alors, je pense que juste sa présence va dire les Américains garantissent ce plan de paix-là. Maintenant, arrangez-vous pour que ça marche. Bien, Catherine, justement, si le président se déplace, c'est qu'il a confiance que son plan va tenir la route et que ça ne va pas changer, non? Bien, il faut qu'il, comment je peux dire, qu'il prenne le chemin de la paix lui-même, qu'il marche dans le chemin de la paix. Hein? C'est comme au début de ces balbutiements de plan de paix, on disait, le Hamas répondait oui, mais. Alors lui, il n'a pas vraiment écouté le mais, il a écouté le oui. Et quiconque dit aujourd'hui qu'il ne faut pas féliciter Donald Trump pour le plan de paix qui est en train de commencer est malhonnête, parce qu'en fait, c'est à peu près extraordinaire ce qui est en train de se passer. Ça a commencé sous Joe Biden, mais effectivement, il l'a poursuivi, là. Bien, c'est une tactique différente qu'il a utilisée. Donc, il a mis la pression sur l'ennemi d'abord. Ensuite, il s'est rendu au Moyen-Orient. Il a rencontré des alliés potentiels dans son plan de paix. On a beaucoup insisté sur l'aspect économique du voyage à l'époque, mais il préparait déjà ce plan de paix-là. Et il a mis, il faut le dire, de la pression sur M. Netanyahou. Et il a mis cette pression-là. Il a créé un lien de confiance aussi avec tous ces acteurs-là de la région pour pouvoir accomplir les premières étapes de ce plan-là. Mais c'est vrai, comme dit Michel, il reste beaucoup à faire. Hein? Est-ce que demain et après-demain, on sera au même endroit? Mais il faut laisser aux Israéliens, aux Gazaouis, l'occasion de se réjouir aujourd'hui, parce que les Israéliens vivent avec des bombes sur leur tête et doivent se rendre dans des abris. J'étais là il y a un an, c'est épouvantable le mode de vie qu'ils ont là-bas. Même chose du côté de Gaza, la destruction. Il fallait que ça arrête à un moment donné. Donc, je pense que la libération des otages, c'est vraiment
le baume qui va venir sur ces atrocités qui ont été commises par le Hamas. Mais ce n'est pas terminé. C'est un plan en 20 points et, à ce que je sache, l'Iran veut toujours la disparition de l'État d'Israël et le Hamas était financé par l'Iran. Il y a d'autres milices, d'autres groupes. Alors, mais arrêtons-nous d'abord à ce moment-là, extrêmement important dans notre histoire. Et dans l'histoire de la démocratie, finalement, au Moyen-Orient. Je souligne qu'il a commencé à parler, le président américain. Il parle du prix des médicaments pour l'instant. Donc, je vais attendre un petit peu avant qu'on y aille en direct, s'il y a un mot sur le conflit israélo-palestinien. Donc, justement, Catherine vient de le souligner, Raphaël, la gouvernance post-conflit est encore à définir. Comme je le disais, il y a le désarmement du Hamas qui est exigé, mais qui n'est pas accepté pour l'instant. La séquence du retrait de l'armée israélienne, c'est aussi incertain. Vous, comment vous l'envisagez, la suite? Comme étant rempli d'incertitudes, ne serait-ce que dans le relativement court terme. Là. Évitons même les questions de qui va gouverner Gaza, à quoi ressemblerait une possible solution à 2 États, qui, soit dit en passant, ne fait même pas explicitement vraiment partie du plan en 20 points américain. Ça, c'est très important de noter, mais même si on écarte ça dans le relativement court terme, ne serait-ce que la question du passage de Rafah, il faut réaliser à quel point c'est controversé de la perspective israélienne, parce que un des objectifs non avoués de M. Netanyahou et de son gouvernement depuis 2 ans, c'est de pousser le plus de Gazaouis et de Palestiniens possible à l'extérieur de la bande de Gaza. Donc, à partir du moment où on leur permet de rentrer au bercail essentiellement, c'est pas tout le monde encore une fois, la garde rapprochée de Netanyahou qui la trouve facile à digérer, celle-là. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, la question des dépouilles. Donc on semble s'entendre collectivement pour dire que d'ici à peu près 48-72 heures, les otages israéliens qui sont encore vivants vont être libérés. Tant mieux, évidemment, d'un point de vue humanitaire. Une fois que ça s'est dit, le Hamas se fait assez prudent dans ses commentaire pour ce qui est de, je veux dire, libérer, peut-être pas libérer, mais redonner les dépouilles des soldats et des otages israéliens qui, dans certains cas, seraient, entre guillemets, difficiles à retrouver. C'est ça, je comprenais que c'est parce qu'ils étaient peut-être disparus. Je ne sais pas si c'est ce que vous comprenez aussi. C'est ce que je comprends. Je comprends aussi que c'est la ligne officielle. Est-ce qu'il peut y avoir là-dedans une tentative potentiellement d'essayer d'acheter du temps, de faire dérailler? Donc, c'est là que je vous dis qu'il y a de l'incertitude. Et il y a également ceci à considérer, que j'ajoute rapidement, de la perspective américaine dans tout ça. Il faut comprendre que Donald Trump avait vraiment un effet de levier face à M. Netanyahou, de un, parce qu'il avait une crédibilité extraordinaire depuis les dernières années, en ayant été aussi farouchement pro-israélien depuis le début de son premier mandat, mais également parce que l'image d'Israël aux États-Unis a terni de façon spectaculaire. Je vous donne 2 points de référence là-dessus. Des données de la dernière semaine. Le New York Times et l'Université Quinnipiac dénotaient qu'on avait maintenant un pourcentage presque égal d'Américains. L'ensemble de l'électorat américain qui voit les Israéliens et les Palestiniens de façon égale, autant positif l'un que l'autre. Ça, Véronique, c'est du jamais vu. Il y a 2 ans, en octobre 2023, au début du conflit, les Israéliens étaient vus de façon positive par 50 points de pourcentage de plus que les Palestiniens. Et deuxième point de référence, et ça, écoutez, ça dépasse l'entendement. Ça vous montre à quel point la cote de popularité, l'image d'Israël, encore une fois, a souffert aux États-Unis. Chez les électeurs démocrates les plus jeunes, selon le dernier sondage de l'Université Harvard, écoutez, chez eux, c'est 45 presque 1 sur 2, qui voient le Hamas, pas la population palestinienne, le Hamas de façon positive. Donc, pour Israël, il y avait aussi un incitatif stratégique à arriver à une certaine fin à ces atrocités-là, parce que c'était en train de vraiment miner l'image aux États-Unis d'Israël, et les Israéliens ne peuvent pas survivre avec un État fort, solide dans cette région-là de la planète de façon réaliste, sans l'appui de l'oncle Sam. C'est la simple réalité la plus élémentaire. Donc, Michel, pensez-vous aussi que c'est vraiment la pression de Trump sur Netanyahou, ou finalement c'est la pression de l'opinion publique? Parce que par rapport à ce que disait Raphaël, il y a probablement ça aussi qui a dû jouer. L'opinion publique américaine a joué, c'est sûr, et ça se joue sur n'importe quel président. Mais M. Trump a fait des pressions sur Netanyahou que Biden n'a pas fait, qu'Obama n'a pas fait. Et vous savez, dans la vie, on dit on a les défauts de nos qualités. Trump, c'est plutôt le contraire. Il a les qualités de ses défauts. C'est un bully, c'est un intimidateur. Mais là, il était face au plus gros intimidateur de la scène internationale qui était Benjamin Netanyahou. Bien, là, il l'a intimidé, puis il a gagné. Alors, ça, c'est aussi la force de M. Trump, c'est d'être capable, à un moment donné, de dire « tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles là ». Et il a été capable de le faire. Personne d'autre n'avait été capable de le faire avant avec Netanyahou.
Et Catherine, Trump assure que personne ne sera contraint de partir de Gaza. Tu sais, il s'avance quand même, là. Moi, je trouve qu'il s'avance beaucoup là, sur des promesses. Mais est-ce qu'il est en mesure de les tenir puis que ça se réalise? Je pense qu'il n'y avait pas le choix de dire quelque chose comme ça, là. Mais mon Dieu, il y a tellement de morceaux à mettre ensemble pour l'après. Comme mes collègues l'ont dit, quel est ce Conseil de la paix qui va gouverner, qui va veiller à ce que chacun rentre chez soi et à ce qu'il y ait une vie qui puisse recommencer à Gaza. Mais juste aussi pour revenir sur la position de Netanyahou, qui était un peu intenable maintenant, puis les chiffres que mon collègue Raphaël disait, il y a aussi le fait qu'il y a eu beaucoup d'implantation de propagandistes islamiques par l'Iran. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Là. Il y a quand même une propagande qui s'est effectuée puis qui a été extrêmement efficace et qui a été ciblée dans nos sociétés occidentales, dans nos universités, pour aller chercher de l'appui. Donc, je ne dis pas que c'est juste ça, là, mais il y a quand même de cela. C'est pas juste la confrontation de M. Trump avec M. Netanyahou. Bien, on sentait de plus en plus, effectivement, que les gens étaient divisés puis ne savaient plus trop non plus pour quel camp prendre. Là. C'était dur de se positionner parce que le conflit se complexifie de jour en jour, finalement. Et puis là, le président des États-Unis envisage d'organiser un sommet international sur la situation à Gaza à l'occasion de sa visite officielle qui est prévue en Égypte la semaine prochaine. Alors, Raphaël, l'objectif de ce sommet-là, c'est de rallier un soutien international? Il n'y en avait pas déjà un? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, là? En théorie, de faire avancer le dialogue, mais encore une fois, sur le plus court terme, sans aucunement enlever à ce qui est fait présentement, parce que c'est vrai que c'est extraordinaire. C'est vrai, comme Michel a mentionné, que Donald Trump a réussi quelque chose qui, honnêtement, non seulement n'a pas été réussi, mais n'a même pas été tenté de façon sérieuse par l'administration précédente, celle de M. Biden. Donc, sans rien minimiser de ce côté-là, la réalité, c'est que la suite des choses s'annonce immensément complexe et c'est extrêmement difficile de voir à long terme comment on peut avoir une fin de conflit. Pas simplement une fin de la crise la plus aiguë qu'on voit depuis les 2 dernières années, mais une réelle fin permanente à ce conflit plus large-là, tant qu'on ne s'entend pas sur l'avenir politique, pas simplement à Gaza, mais des Palestiniens de façon plus large. Et aux dernières nouvelles, il n'y en a pas, Véronique, de consensus là-dessus. Point barre. Donc, tant aussi longtemps qu'il n'y en a pas, personnellement, je demeure malheureusement sceptique sur le long terme de façon plus large. Donc, est-ce qu'un sommet peut aider à faire avancer ce dialogue-là? Peut-être dans un monde théorique, on le croira, tout au moins en ce qui me concerne, lorsqu'on le verra. Je rappelle qu'ils sont en train de parler justement à la Maison-Blanche du prix des médicaments. C'est pour ça qu'on n'ira pas tout de suite en direct, là, mais on continue de surveiller ça. Lorsqu'il va prendre les questions des journalistes, probablement que là, on va y aller en direct. Mais en attendant, Donald Trump aurait souhaité être lauréat du prix Nobel de la paix, mais il a finalement été décerné à Maria Corina Machado, qui est chef de l'opposition vénézuélienne. Sauf qu'elle a dédié son prix à Donald Trump. Hein. Sur X, on va le voir, là. Elle a écrit « Je le dédie au peuple vénézuélien qui souffre et au président Donald Trump pour son soutien décisif à notre cause. » Alors, ça a dû lui faire du bien de lire ça, hein? Ça a dû lui faire du bien. D'autre part, il faudrait pas penser que cette année, M. Trump allait gagner le prix Nobel de la paix. On ne sait pas si la paix est arrivée au Moyen-Orient. On espère qu'il va y arriver. Tôt, hein, pour mais le on dire. ne sait pas. Il y a eu trop de développement. Et d'autre part, puis d'autre part, M. Trump n'est pas le meilleur directeur de campagne qu'il doit avoir pour cette campagne-là. Plus on demande le prix Nobel de la paix, moins on a de chances de l'avoir. C'est à peu près évident. Alors, si j'étais lui, je calmerais le jeu pour jusqu'au mois de septembre l'année prochaine. Mais quand même, Catherine, est-ce que c'est une manière pour elle, en flattant Donald Trump, de s'assurer que lui va continuer de mettre de la pression en s'opposant au régime de Nicolas Maduro? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle essaie d'aller chercher en faisant ça? Aller chercher, je ne sais pas, mais c'est très brillant de sa part et ça témoigne de ses qualités de grande pacifiste. Et si on a lu un peu son histoire et l'effet qu'elle a sur ce régime et le régime même précédent, mais maintenant le régime Maduro, c'est extraordinaire. C'est une femme brillante et je pense que ça démontre beaucoup d'humilité de sa part et de compréhension de la géopolitique qui est en train de se passer maintenant. Les États-Unis ont des intérêts importants au Venezuela. Ils donnent beaucoup d'attention au Venezuela. Vous le savez, ils essaient, oui, d'éradiquer le crime et le trafic de drogue, mais ce n'est pas juste ça, c'est que c'est un régime qui est instable, très près des États-Unis, donc ça a toujours été dans la géopolitique américaine
un pays très important pour eux. Et franchement, oui, ça témoigne de toute sa sagesse et de ses qualités de pacifiste. Raphaël, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, et je trouve que c'est remarquable comment on interprète ceci en fin de journée comparativement en tout début de journée. Voici pourquoi. Parce que là, évidemment, ce qu'on retient, c'est le fait que la lauréate, Mme Machado, se range essentiellement du côté de M. Trump. Au début de la journée, tout ce qu'on avait avant sa réaction officielle, c'était le communiqué du comité qui a sélectionné la récipiendaire. Et je vous cite un extrait, un bref extrait du communiqué en question qui parlait du Venezuela depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez à la fin des années 90, en disant que le pays était passé d'un stade relativement démocratique à un État autoritaire, que l'opposition a été systématiquement muselée par la fraude électorale, les poursuites judiciaires et l'emprisonnement. Dans un contexte où on se disait c'est Donald Trump ou quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui lutte contre un régime qui est présenté de la sorte, il y a plus qu'une personne qui pouvait lire entre les lignes et se dire c'est un pied de nez à double sens, à double niveau contre Donald Trump. Il n'y a plus personne, de façon raisonnable, je pense, qui va interpréter la journée d'aujourd'hui comme ça, suite à la sortie de Mme Machado. Et pour l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra pour ce qui est du prix Nobel, d'un éventuel prix Nobel à Donald Trump. Dernier petit point que je mentionnerai quand même là-dessus, c'est qu'il ne faut pas exagérer non plus le volume d'attention que le président américain confère à ce prix-là. Là. Il en a parlé, oui, mais après coup, je vous dirais qu'on en fait, et pas à peu près du millage dans les médias. On l'a amplifié un peu, on l'a amplifié immensément. Là. Donc, il y a ce que le président a fait de bon sur le fond. Il pourrait y avoir aussi quelque chose de sain, il me semble, à ne pas toujours essayer de remettre en question les motivations comme étant malsaines, même quand quelque chose qui est objectivement bon a été atteint dans ce cas-ci. Ce qui n'enlève évidemment rien au narcissisme total du principal intéressé. On va enchaîner avec un autre sujet qu'on a peut-être le temps de faire rapidement, là, parce que ça touche la politique interne aux États-Unis. À la demande du président américain, mais le département de la justice a inculpé hier la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, qui avait poursuivi Donald Trump, rappelez-vous, et son entreprise au civil. Donc, 2 chefs d'accusation pour elle, fraude bancaire, fausse déclaration. On va aller entendre un extrait tout de suite d'elle. This is nothing more than a continuation of the president's desperate weaponization of our justice system. He is forcing federal law enforcement agencies to do his bidding, all because I did my job as the New York State Attorney General. These charges are baseless, and the president's own public statements make clear that his only goal is political retribution at any cost. Alors, Michel, elle le dit, là, c'est la 2e personne qui est directement ciblée après l'ancien directeur du FBI, James Comey. Est-ce que c'est de la vengeance? Évidemment que c'est de la vengeance. Et M. Trump s'en est jamais caché. Dès qu'il s'est représenté à la présidence, il a dit « This will be my retribution ». Ça va être ma vengeance. Vous savez, James Comey est accusé au criminel d'avoir menti, mais on ne sait pas où, puis on ne sait pas c'est quoi le mensonge. C'est un petit peu ténu comme preuve. Madame James, bon, faute bancaire, on verra, peut-être qu'elle n'est pas très honnête, mais je veux dire, ça a vraiment l'air de quelque chose d'un peu fabriqué. Et c'est peut-être ce qui est le plus triste actuellement de l'administration Trump. C'est que là, on est rendu à faire des procès pour la vengeance personnelle du président qui ne s'en cache même pas. Dans un état de droit, c'est pas quelque chose qui doit se produire, ça. Catherine, je vous donne le dernier mot. Oui, bien, écoutez, puis ce que je veux dire aussi, c'est quand on est aux États-Unis, on sait que c'est pas si c'est vrai, là, hein, c'est des accusations, on verra si c'est vérifié ou pas. Mais les accusations ont du vrai dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ont un prêt hypothécaire aux États-Unis qui disent c'est ma résidence principale et puis après ça, après coup ou en même temps, l'utilisent comme une résidence à revenus. Donc, il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis qui disent ouais, mais bon, tu sais, s'il fallait qu'ils accusent tout le monde de ce genre de déclaration-là. Par contre, du côté bancaire, bien, la banque ne fait pas un prêt hypothécaire de la même manière pour une résidence en location qu'une résidence primaire. Ça peut être ça dans son cas, vous pensez? Oui, bien, c'est ça. Okay. C'est exactement de ça qu'elle est accusée. Donc, on verra ce que ça donne, mais les gens prennent ça. C'est véritablement, M. Trump est en mission pour aller chercher ce bobo-là et c'est une ancienne assistante à lui qui a amené cela au niveau du jugement fédéral. Donc, visiblement, oui, c'est vindicatif, là. Mais peut-être qu'il y aura matière. Mais c'est des poursuites criminelles. Lui, Laetitia James l'a accusé de poursuites civiles. C'est pas la même chose. Donc...
Merci à vous trois. Donc, merci Catherine, Raphaël et Michel. Et on n'a pas eu le temps finalement d'aller à Trump. Il est encore en train de parler des médicaments, mais on va peut-être y revenir dans les prochaines minutes. Merci. Merci. Au revoir.